lors du dîner de son anniversaire, ma femme a annoncé notre divorce devant tout le monde. Son père a applaudi et a dit « Tu t'es enfin débarrassé de ce perdant ». Toute la famille a ri. Calmement, j'ai sorti une carte que mon père m'avait laissée et je l'ai tendue au serveur. Il a lu le nom, et est devenu pâle et a murmuré. Il y a une image que je ne peux effacer de mon esprit, moi, assis à cette table élégante dans le costume que j'avais repassé 3 fois, entouré de gens qui me détestaient en silence. Pendant ce temps, ma femme s'est levée, a levé son verre de vin et a annoncé le divorce devant tout le monde. Son père a applaudi. Il a vraiment applaudi des 2 mains comme s'il venait de voir le meilleur spectacle de sa vie. Et puis il a dit, avec cette voix pleine de mépris que je connaissais si bien, « Tu es enfin libre de ce perdant ». Toute la table a éclaté de rire. Les amis d'Alexa, son frère Louise, sa mère Hortensia, avec ce sourire qui semblait toujours poli mais ne l'était jamais. Tout le monde riait, tout le monde me regardait, et je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levé. J'ai simplement mis ma main dans la poche de ma veste. J'ai sorti une vieille carte usée que mon père m'avait donnée avant de mourir et je l'ai tendue calmement au serveur. Il l'a prise, a regardé le nom écrit dessus, et à ce moment-là, quelque chose a changé sur son visage. La couleur s'est complètement retirée. Ses mains tremblaient légèrement et d'une voix très basse, presque un murmure, il a dit quelque chose qui a fait que Jayé a cessé de rire pour toujours. Mais pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois vous raconter depuis le début, car cette histoire n'a pas commencé dans ce restaurant. Elle a commencé de nombreuses années plus tôt, dans une vie complètement différente, quand je croyais encore que l'amour suffisait pour construire quelque chose de réel. Je m'appelle Waken. J'ai 48 ans et pendant près de 2 décennies, j'ai été invisible pour la famille de ma femme. Non pas parce que je n'existais pas, mais parce qu'ils avaient décidé dès le premier jour que je ne méritais pas d'être vu. Je n'ai jamais été l'homme que Jayé voulait pour sa fille. C'était clair dès la première fois que nous nous sommes assis pour dîner ensemble, quand Alexa m'a présenté avec ce sourire nerveux qu'elle avait quand elle voulait que tout se passe bien. Jayé m'a regardé de haut en bas, de la façon dont on regarde quelque chose qui n'est pas à sa place, et m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit la vérité. Je travaillais dans la construction. J'avais commencé en bas de l'échelle, en transportant des matériaux, en apprenant le métier avec mes mains, et au fil des ans, j'avais réussi à avoir ma propre petite entreprise. Je n'étais pas riche, mais c'était honnête. C'était à moi. Jayé a hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et ne m'a plus adressé la parole de toute la soirée. C'est ainsi que tout a commencé, avec un silence qui valait plus que 1000 insultes. Je venais d'un autre genre de vie. Mon père, Don Alejandro, était un homme qui a travaillé toute sa vie sans faire d'histoire. Il ne se vantait pas. Il ne se pavanait pas. Il avait une philosophie très simple qu'il me répétait depuis que j'étais enfant, l'argent gagné avec dignité n'a pas besoin d'être affiché. Et j'ai grandi en croyant cela. J'ai grandi en étant cela. Quand j'ai rencontré Alexa, elle était différente de sa famille. Ou du moins, je le pensais. Elle était chaleureuse. Elle riait facilement. Et quand elle me regardait, je sentais qu'elle me voyait vraiment. Elle ne voyait pas mon compte en banque ou mon nom de famille. Elle me voyait, moi. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux. C'est ce qui m'a trompé. Nous nous sommes mariés 3 ans après notre rencontre. Le mariage était simple parce que je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, et ce fut la première chose qu'Hortensia a reproché à sa fille en privé. Bien que je l'ai entendu depuis le couloir, elle a dit qu'un mariage comme celui-là était une honte, que sa fille méritait quelque chose de mieux, qu'elle espérait qu'au moins avec le temps je m'améliorerais, parce que jusqu'à présent je n'avais montré aucun signe de quoi que ce soit. J'ai continué à marcher dans ce couloir comme si je n'avais rien entendu. Mais j'ai tout entendu et je l'ai gardé en moi, à cet endroit où l'on garde les choses qui font trop mal pour être dites à voix haute. Les premières années de notre mariage ont été un étrange mélange de bons moments et de petites blessures qui n'ont jamais complètement guéri. Quand nous étions seuls, Alexa et moi travaillions. Nous rions. Nous nous soutenions mutuellement. Nous construisions quelque chose ensemble. Mais chaque fois que notre famille se présentait, quelque chose en elle changeait. C'était comme si elle mettait un masque. Comme si elle redevenait la fille de Jayé avant d'être ma femme. Et Jayé savait exactement comment s'en servir. Chaque réunion de famille était une occasion de me rappeler ma place. Pas toujours avec des mots directs. Parfois,
c'était une question innocente, comment va ta petite entreprise? Avec ce diminutif qui disait tout. Parfois, c'était un commentaire sur un homme d'affaires prospère, un ami de la famille qui avait ceci ou cela, lancé en l'air comme si de rien n'était, mais visant directement moi. Et Hortensia souriait toujours. Toujours avec ce sourire qui semblait dire, tu vois, ma fille, tu vois ce que tu as choisi. Louise, le frère d'Alexa, était plus direct, plus cruel sans le vouloir. Une fois, lors d'une réunion de Noël, il a levé son verre et a porté un toast à ceux qui réussissaient dans la vie. Il m'a regardé en le disant, juste une seconde, mais c'était suffisant. Tout le monde a ri. Alexa n'a rien dit. Moi non plus. Mais dans ma poche, sans que personne ne le sache, je portais quelque chose que mon père m'avait laissé la veille de sa mort. Une simple carte en carton épais avec un nom imprimé et un numéro de téléphone. Il me l'a donné des deux mains, m'a regardé dans les yeux et a dit, « Garde-la, mon fils. Ne l'utilise pas tant que tu n'en auras pas vraiment besoin, tant qu'il n'y aura plus rien à perdre. » À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Cette nuit-là, au restaurant, j'ai tout compris. Les années passées dans cette famille m'ont appris quelque chose qu'aucune école n'enseigne. Elles m'ont appris la différence entre être toléré et être accepté. Parce que je n'ai jamais été accepté. J'ai été toléré. Et il y a une énorme distance entre ces deux mots. Une distance mesurée en regard, en silence, en commentaires lancés en l'air avec un sourire qui les fait paraître inoffensifs alors qu'en réalité, ce sont de petits couteaux qui entrent un par un. Si lentement que vous ne le sentez presque pas jusqu'à ce que vous saignez déjà à l'intérieur. J'ayais été le premier à arriver à n'importe quelle réunion et le dernier à partir. Non pas parce qu'il aimait la compagnie, mais parce qu'il avait besoin de la scène, il avait besoin du public. C'était un homme qui avait construit toute son identité sur ce que les autres pensaient de lui. Il avait une société d'importation qui avait bien marché pendant des années. Une grande maison dans un quartier qu'il mentionnait dans toutes les conversations possibles et une façon de se tenir dans n'importe quelle pièce qui disait sans mots qu'il était le centre de tout. Grand, bien habillé, avec cette moustache qu'il taillait avec une précision millimétrique et cette voix profonde qu'il utilisait pour parler d'affaires comme s'il donnait une conférence, même s'il ne faisait que commander au menu. Et pour lui, j'étais l'erreur de sa fille. Il ne me l'a jamais dit directement au début. Au début, il a utilisé une méthode que toutes les personnes qui se croient supérieures mais ne veulent pas paraître vulgaires utilisent. La méthode de la comparaison indirecte. Il arrivait à table, s'asseyait avec cette posture de quelqu'un qui sait que tout le monde le regarde, et commençait à parler d'une de ses connaissances. C'était toujours quelqu'un de prospère, toujours quelqu'un qui avait plus. Un ami qui venait d'acheter une deuxième propriété, un partenaire qui avait conclu un marché d'1 million de dollars, un cousin qui avait envoyé ses enfants étudier à l'étranger. Et pendant qu'il racontait ces histoires, il me lançait de temps en temps un regard, un seul, rapide, comme pour s'assurer que je recevais le message. Je le recevais toujours. Hortensia opérait différemment. Si j'ayais été le coup direct, Hortensia était le poison lent. Elle avait une façon de dire les choses qui les faisait sonner comme des compliments alors qu'elles étaient en réalité des poignards parfaitement emballés. Une fois, je suis arrivé chez elle avec un vin que j'avais eu du mal à choisir parce que je ne connaissais pas grand-chose au vin et que je voulais faire un effort. Elle l'a pris des deux mains, l'a regardé, a hoché la tête doucement et a dit, « Quelle délicate attention, Waken, avec ton budget qui doit être si serré », puis elle l'a laissé sur l'étagère sans l'ouvrir. Personne n'a rien dit. Alexa a détourné le regard. J'ai gardé ça aussi. Louise était le plus jeune des trois et le plus effronté. Il avait 32 ans. Il travaillait dans l'entreprise de son père sans avoir rien construit par lui-même et avait cette arrogance particulière de ceux qui héritent du succès des autres et le confondent avec leur propre mérite. Avec moi, il avait un jeu qu'il répétait à presque chaque réunion. Il me posait des questions sur mon travail avec un ton qui feignait un intérêt sincère. Il écoutait ma réponse la tête légèrement penchée, puis laissait tomber un commentaire qui commençait toujours par « Bien sûr, nous ne sommes pas tous nés pour les grandes affaires, où l'important est d'être heureux avec ce que l'on a, n'est-ce pas ?» Dit avec ce large sourire légèrement moqueur tout en regardant les autres comme s'ils cherchaient leur complicité. Et il la trouvait toujours. Il y avait toujours quelqu'un à cette table qui souriait avec lui. Ce qui me pesait le plus n'était pas leur mépris. C'était le silence d'Alexa, parce qu'Alexa le voyait. Je sais qu'elle le voyait. Il y avait des moments où je la regardais en cherchant quelque chose, n'importe quoi,
un signe qu'elle était de mon côté. Qu'en privé, elle pensait différemment. Que l'amour que nous disions avoir était plus fort que l'opinion de sa famille. Et parfois, juste parfois, je trouvais quelque chose dans ses yeux, une brève lueur, comme si elle voulait dire quelque chose et se ravisait à la dernière seconde, mais elle ne le disait jamais. Au fil des ans, ce silence s'est transformé en quelque chose de différent. Il ne semblait plus être de la timidité ou du doute. Il a commencé à ressembler à un accord, comme si peu à peu, Alexa avait absorbé la vision de sa famille sur moi et avait commencé à se l'approprier. Les conversations entre nous sont devenues plus courtes. Les week-ends que nous passions ensemble ont commencé à se remplir d'engagement avec sa famille, et j'étais toujours là, à travailler, à construire, à essayer de prouver quelque chose que personne dans cette maison n'avait l'intention de voir. Mon entreprise a grandi pendant ces années. Pas de façon spectaculaire, pas de la manière que Jeye aurait reconnu comme un succès, mais elle a grandi. Je suis passé de 3 employés à 17. J'ai obtenu des contrats avec des entreprises de taille moyenne, puis avec quelques-unes plus grandes. Il y a eu une année où j'ai gagné plus de 200 000 $ net. Je n'en ai parlé à aucune réunion de famille. Je ne m'en suis pas vanté parce que ce n'est pas ce qu'on m'avait appris. Mon père m'a appris que l'argent gagné avec dignité n'a pas besoin d'être affiché, et j'étais toujours le fils de mon père. Mais pendant que je construisais en silence, quelque chose s'effondrait à l'intérieur du mariage sans que je le voie clairement. Ou peut-être que je le voyais et que je ne voulais pas l'accepter. Alexa a commencé à rentrer tard plus souvent. Elle a commencé à avoir des conversations à voix basse qu'elle interrompait quand j'entrais dans la pièce. Elle a commencé à me regarder différemment, pas encore avec mépris, mais avec une distance qui n'existait pas auparavant, comme si j'étais un meuble qui ne correspondait plus au décor qu'elle avait en tête pour sa vie. Un dimanche matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner en silence, elle m'a dit que son père lui avait offert un poste important dans son entreprise, que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser. Qu'elle allait commencer à passer plus de temps avec lui pour apprendre le métier. Elle me l'a dit comme quelqu'un qui informe d'une décision déjà prise, pas comme quelqu'un qui consulte son partenaire. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que ça me semblait bien si c'était ce qu'elle voulait. C'était la dernière fois que je me souviens que nous ayons pris le petit déjeuner ensemble en paix. Parce qu'à partir de ce moment-là, Jeye s'est installé dans nos vies d'une manière qui n'était plus du tout indirecte. Il se présentait chez nous à l'improviste. Il donnait son avis sur des décisions qui ne le concernaient pas. Une fois, alors que je parlais d'un nouveau projet avec un client au téléphone dans le salon, Jeye est arrivé, a salué Alexa dans la cuisine, puis est passé devant moi sans même un regard, comme si je faisais partie des meubles. Quand j'ai raccroché le téléphone, il était déjà assis dans mon fauteuil, parlant de ses affaires, et Alexa lui servait du café avec un sourire qu'elle ne m'avait pas donné depuis longtemps. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le bord du lit, et c'est à ce moment-là que j'ai cherché dans le tiroir de la table de nuit où je gardais la carte de mon père et que je l'ai touchée avec mes doigts sans la sortir, juste pour me souvenir qu'elle existait. Juste pour me souvenir des mots qu'il m'avait dit avant de mourir. Garde-la, mon fils. Ne l'utilise pas tant que tu n'en auras pas vraiment besoin, tant qu'il n'y aura plus rien à perdre. Ce n'était pas encore le moment, mais je m'en approchais. Le nom de mon père était Alejandro, et s'il y a une personne dans ce monde qui a défini qui je suis, c'est bien lui. Non pas parce qu'il était parfait, non pas parce qu'il était riche ou célèbre ou puissant, mais parce qu'il était réel. C'était l'homme le plus réel que j'ai jamais connu dans ma vie. Le genre d'homme qui, lorsqu'il vous serrait la main, vous donnait toute sa main. Le genre d'homme qui, lorsqu'il vous regardait dans les yeux, vous saviez que derrière ce regard il n'y avait pas d'agenda, pas de calcul, pas d'intention cachée, juste de l'honnêteté, juste de la présence. Il a grandi dans une famille sans argent. Dans un quartier où le luxe était un concept abstrait qui existait dans les films, mais pas dans les rues où il jouait enfant. Il a appris à travailler avant d'apprendre à bien lire. Et pourtant, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Je ne l'ai jamais entendu dire que la vie lui devait quoi que ce soit. Il avait une philosophie que j'ai mis des années à comprendre pleinement, mais qui, avec le temps, est devenue le fondement de tout ce que je suis. Il me disait, Waken, le monde essaiera toujours de te dire ce que tu vaux. Ton travail est de ne pas écouter, car le seul qui sait ce que tu vaux, c'est toi. Et si tu le sais vraiment, les mots de personne d'autre ne peuvent te l'enlever. J'écoutais ces mots enfants et je hochais la tête parce que c'était mon père et on hoche la tête quand son père parle. Mais je ne les comprenais pas. Pas complètement.
Je les ai compris bien plus tard, assis dans ce restaurant, avec le rire de Gélier résonnant encore dans l'air et la carte de mon père entre mes doigts. Ce que personne ne savait, ce que même moi j'ai mis du temps à assimiler complètement, c'était la dimension réelle de ce que mon père avait construit tout au long de sa vie. Parce qu'Alejandro était exactement ce qu'il semblait en surface, un homme simple, peu bavard, qui vivait sans ostentation et qui n'a jamais utilisé l'argent comme une forme d'identité. Mais sous cette simplicité, il y avait quelque chose que très peu de gens savaient. Quelque chose qu'il avait construit avec une patience et une intelligence que je commençais à peine à saisir quand il était déjà malade. Mon père était un associé commanditaire dans un groupe d'entreprises qui opérait dans plusieurs pays. Il n'était pas le visage visible, il n'a jamais voulu l'être. Il préférait l'ombre. Il préférait construire sans que personne ne le voie construire. Et cette discrétion était sa plus grande force, car pendant que d'autres se vantaient et perdaient, il accumulait sans faire de bruit. Immobilier, actions et sociétés de logistique, contrats à long terme avec des distributeurs internationaux. Tout était structuré de manière si ordonnée et silencieuse que même moi, son propre fils, je n'en connaissais pas toute l'étendue jusqu'à ce que l'avocat me convoque 3 semaines après ses funérailles. Je me souviens de cette réunion comme si c'était hier. Un bureau froid avec de grandes fenêtres donnant sur la ville et 3 hommes en costume sombre qui me regardaient avec un sérieux qui, au début, m'a mis mal à l'aise. Ils m'ont expliqué, avec des documents, des chiffres et des termes juridiques que j'absorbais un par un, que mon père m'avait laissé le contrôle total de ses actions, que la valeur estimée de ses actifs à ce moment-là dépassait les 4 millions de dollars. Et qu'il y avait des instructions spécifiques sur la manière dont tout devait être géré, des instructions que mon père avait laissées par écrit avec une clarté qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait pensé à ce moment depuis longtemps. Je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes après qu'ils aient fini de parler. Un des avocats m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, mais à l'intérieur, quelque chose se réorganisait. Comme quand on déplace un meuble lourd qui a été au même endroit pendant des années et que soudain, toute la pièce semble différente. La première chose que j'ai faite en sortant de ce bureau a été d'appeler Alexa. Pas pour tout lui dire, mais pour entendre sa voix, pour voir si à ce moment-là, ce jour-là qui a changé ma vie, elle pouvait être la personne dont j'avais besoin. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai dit que j'avais eu une réunion importante concernant l'héritage de mon père et que je devais lui parler. Il y a eu une brève pause, puis elle m'a dit qu'elle dînait avec son père ce soir-là et m'a demandé si ça pouvait être demain. J'ai raccroché le téléphone, je me suis assis sur un banc dans la rue, au milieu de la ville, avec 4 millions de dollars nouvellement hérités et personne avec qui les partager. J'ai pris la décision à ce moment-là de ne pas me venger. De ne rien prouver, mais de rester silencieux, de continuer à être le même Waken que tout le monde pensait connaître, de ne rien changer de visible dans ma vie pendant que j'organisais tout à l'intérieur, calmement. Avec la même patience que mon père m'avait enseigné, j'ai engagé une équipe de conseillers financiers de confiance, des gens avec qui mon père travaillait déjà depuis des années. Et j'ai commencé à comprendre la portée réelle de ce dont j'avais hérité, non seulement en argent, mais en relations et en influence, en pouvoir silencieux qui opérait sous la surface de beaucoup de choses que je voyais tous les jours sans savoir qu'elles étaient liées à ma famille. Et c'est dans ce processus, en examinant des documents, des contrats et des structures d'entreprise, que j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle pendant un instant. Parmi les entreprises dans lesquelles mon père avait une participation silencieuse se trouvait une société de distribution d'importation qui opérait dans la région. Une entreprise de taille moyenne avec des contrats solides qui dépendaient en grande partie des accords que mon père avait gérés pendant des années par le biais d'intermédiaires. Une entreprise que je connaissais de nom parce que son propriétaire la mentionnait à chaque réunion de famille comme si c'était sa plus grande réussite personnelle. C'était l'entreprise de Gélier. J'ai fixé ce document pendant un long moment. Je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai cherché les détails, les pourcentages, les contrats de fourniture qui soutenaient une partie importante du fonctionnement de cette entreprise. Et j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma vision des dernières années de ma vie. Gélier, l'homme qui m'avait traité de perdant devant sa famille, l'homme qui avait applaudi quand sa fille avait annoncé qu'elle voulait divorcer de moi, l'homme qui ne m'avait jamais accordé une once de respect en près de 2 décennies. Dirigeait sa grande entreprise d'importation grâce en partie à des contrats qui existaient parce que mon père les avait gérés. Mon père, que Gélier n'a jamais rencontré. Mon père, qui a travaillé toute sa vie sans faire d'histoire. Mon père, qui m'a appris que l'argent gagné avec dignité n'a pas besoin d'être affiché. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Mais je n'ai rien fait. Pas encore. Parce que mon père m'avait aussi appris autre chose.
Il m'a appris que le timing compte autant que l'action. Que agir trop tôt est aussi mauvais que de ne jamais agir. Et qu'il y a une énorme différence entre réagir sous le coup de la douleur et répondre avec clarté. Alors, j'ai continué à être Waken, le mari invisible, le gendre qui n'était pas à la hauteur, l'homme que Jeye regardait avec condescendance, que Louise imitait avec moquerie et qu'Hortensia tolérait avec son sourire parfaitement construit. J'ai continué à m'asseoir à ces tables familiales. J'ai continué à écouter ses commentaires. J'ai continué à tout stocker à cet endroit intérieur où l'on garde ce qu'il n'est pas encore temps de libérer. Et j'ai gardé la carte, cette simple carte que mon père m'avait donnée la veille de sa mort, avec son nom et un numéro de contact, et qu'il m'avait dit de n'utiliser que lorsqu'il n'y aurait plus rien à perdre. Je l'ai gardée dans la poche de la veste que j'ai repassée 3 fois le soir de l'anniversaire d'Alexa, parce que ce soir-là, alors que j'étais assis à cette table élégante, entouré de gens qui me méprisaient, quelque chose en moi savait que le moment approchait. Je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas planifié exactement comme ça. Mais quand Alexa s'est levée, a pris son verre et m'a regardé avec cette froideur qu'elle n'essayait plus de cacher, quand elle a prononcé ces mots devant tout le monde, quand Jeye a applaudi et a dit ce qu'il a dit, quelque chose en moi s'est calmé. Comme une pierre qui touche enfin le fond après être tombée longtemps. Il n'y avait plus rien à perdre. Et dans cette poche, tout ce dont j'avais besoin attendait. Il y a des moments dans la vie que l'on n'oublie pas. Non pas parce qu'ils sont les plus dramatiques, non pas parce qu'ils sont les plus bruyants, mais parce qu'ils vous changent à l'intérieur d'une manière qui n'a pas de retour en arrière. Ceux qui vous apprennent quelque chose sur vous-même que vous préféreriez ne pas savoir, mais qu'une fois que vous le savez, vous ne pouvez plus cesser de le voir. Pour moi, un de ces moments fut un après-midi de mars, 3 ans après avoir épousé Alexa, quand je suis rentré à la maison plus tôt que prévu et que j'ai entendu une conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une dispute. C'était quelque chose de pire. C'était une conversation calme, presque murmurée, entre Alexa et sa mère Hortensia, assises dans la cuisine avec leur tasse de café, comme si c'était le moment le plus normal du monde. Je suis entré par la porte de derrière parce que j'avais oublié des documents et avant qu'elle puisse me voir, j'ai entendu la voix d'Hortensia avec cette clarté que les mots ont quand ils ne sont pas construits pour être entendus par celui qu'ils blessent le plus. Elle disait, « Ma fille, tu mérites quelqu'un qui est à ton niveau, quelqu'un avec de la vision. Waken est un homme bien, oui, personne ne dit le contraire, mais être bien ne suffit pas. On trouve des gens bien n'importe où. Ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui t'élèvera, pas de quelqu'un que tu dois porter. » Il y a eu une pause, puis la voix d'Alexa, plus basse, moins certaine, « Maman, ce n'est pas si simple. » Et Hortensia a répondu sans une seconde d'hésitation, « Bien sûr que c'est simple, Alexa. Le problème, c'est que tu compliques les choses parce que tu as peur de prendre des décisions difficiles. Mais un jour, tu devras choisir entre la vie que tu as et la vie que tu mérites. Et ce jour-là, j'espère que tu choisiras bien. » Je suis resté figé dans le couloir pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes, bien que ce ne fussent probablement que des secondes. Puis j'ai pris silencieusement mes documents, je suis sorti par où j'étais entré et je me suis assis dans la voiture sans la démarrer pendant un long moment, fixant le volant, digérant ce que je venais d'entendre. Je ne suis pas entré pour me plaindre. Je n'ai pas appelé Alexa pour lui dire ce que j'avais entendu. Je n'ai pas confronté Hortensia. Je l'ai gardé pour moi, comme toujours. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Quelque chose de très petit, presque imperceptible, comme une fissure qui apparaît dans un mur et qui au début semble insignifiante. Mais avec le temps, l'humidité et le poids, elle grandit lentement jusqu'à ce qu'un jour, le mur ne puisse plus se tenir. Cette fissure a commencé là, dans ce couloir, avec ces mots. Et les années qui ont suivi ont été comme une collection soigneusement organisée de moments conçus, peut-être sans intention explicite, mais avec un effet cumulatif dévastateur, pour me rappeler que je n'avais pas ma place dans ce monde. Que ma présence était tolérée mais pas célébrée. Qu'il y avait une meilleure version de la vie d'Alexa qui ne m'incluait pas. Le Noël de notre 5e année de mariage fut particulièrement mémorable. Jeye avait organisé le dîner chez lui, comme toujours, parce que Jeye organisait tout chez lui comme une façon de rappeler à tout le monde qui était aux commandes. La table était grande, bien dressée, avec ses centres de table floraux toujours commandés au même endroit et qui coûtaient plus que ce que je dépensais en nourriture pour une semaine. Il y avait des invités que je ne connaissais pas, des amis du cercle de Jeye, des hommes en costume et des femmes avec des bijoux qui parlaient de voyages dans des endroits que je n'avais pas visités et d'affaires qui brassaient des chiffres qui sonnaient comme une autre langue. Je me suis assis à ma place,
qui était toujours stratégiquement la plus éloignée de Jeye, comme si le plan de table était aussi une déclaration de hiérarchie. Et pendant la première heure du dîner, je n'ai participé à aucune conversation parce que personne ne m'y incluait. J'écoutais. J'observais. Je mangeais en silence pendant qu'autour de moi, le monde de Jeye tournait sur son propre axe, brillant, bruyant et complètement indifférent à mon existence. C'est Louise qui a décidé que le silence de Waken était trop pratique pour être gaspillé. Il s'est penché vers moi avec ce sourire qui était le sien, celui qu'il utilisait quand il voulait blesser, mais avec style, et a demandé d'une voix assez forte pour que les plus proches entendent, « Et, Waken, comment vont tes affaires? As-tu réussi à décrocher ce gros contrat dont tu parlais l'année dernière ?» L'année dernière, je n'avais mentionné aucun contrat. Il le savait, mais la question n'était pas une vraie question. C'était un piège en forme de question. Si je disais oui, il trouverait un moyen de le minimiser. Si je disais non, je confirmerais exactement l'image qu'ils avaient tous de moi. Je lui ai répondu calmement, « Ça va bien, merci. Ça avance. » Louise a hoché la tête de manière exagérée, comme quelqu'un qui entend quelque chose de profond, et a dit, « C'est super. C'est super. La constance est importante. Nous ne pouvons pas tous jouer dans la cour des grands, mais l'important est de ne pas abandonner, n'est-ce pas ?» Certains invités ont souri. Hortensia a pris une gorgée de son vin. Jeye ne m'a même pas regardé. Alexa, assise en face de moi, a baissé les yeux vers son assiette. C'est l'image qui m'est restée de cette nuit-là. Pas le rire de Louise, pas le commentaire de Louise, mais les yeux d'Alexa baissés vers son assiette. Parce que dans ce geste, il y avait tout. Dans ce geste, il y avait la réponse à la question que je me posais depuis des années sans oser la formuler complètement. La 8e année de mariage fut l'année où les choses ont commencé à se détériorer d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée. Alexa passait plus de temps dans l'entreprise de son père que dans notre maison. Elle arrivait tard, fatiguée, avec une énergie différente. Une énergie qui ne venait clairement pas du fait d'être avec des gens qui l'épuisaient, mais d'être dans un monde qui la stimulait, dans lequel je n'avais pas ma place. Les conversations entre nous sont devenues logistiques. Qui payait quoi, qui arrivait à quelle heure, qui appelait qui. L'amour, s'il existait encore sous une forme reconnaissable, était devenu une sorte de routine administrative que ni l'un ni l'autre ne remettions en question à voix haute, car le remettre en question aurait signifié devoir faire quelque chose à ce sujet. Un jeudi soir, alors que je révisais des documents de travail à mon bureau à la maison, Alexa est entrée dans la pièce et s'est tenue à la porte un moment avant de parler. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle m'a dit que son père pensait à étendre l'entreprise sur un nouveau marché et que cela nécessiterait beaucoup de dévouement de sa part au cours des prochains mois, qu'elle espérait que je comprendrais. J'ai dit oui, je comprenais. Elle a hoché la tête, s'est retournée et a quitté la pièce. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas demandé comment allait mon travail. Elle ne s'est pas assise à côté de moi, même pour un instant. Elle est entrée, a livré son information et est partie comme quelqu'un qui laisse un mot sur le réfrigérateur. Cette nuit-là, quand elle était déjà endormie, j'ai pris la carte de mon père dans le tiroir et je l'ai tenue entre mes doigts dans le noir. C'était un objet simple, du carton épais, les bords un peu usés par le temps, le nom de mon père imprimé dans une police discrète et un numéro de téléphone en dessous. Rien de plus, pas de poste, pas de titre, juste le nom, comme si le nom seul suffisait à celui qui avait besoin de comprendre. Et à ce moment-là, la tenant dans le noir pendant qu'Alexa dormait à côté de moi, ne sachant rien de ce que je portais, j'ai pensé à mon père. J'ai pensé à ses mains travailleuses, à sa voix calme, à la façon dont il savait toujours exactement combien dire et combien garder sous silence. J'ai pensé à cette dernière conversation que nous avons eue à l'hôpital, quand il savait déjà qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et que je ne voulais toujours pas l'accepter. Il a pris ma main, m'a regardé avec ses yeux fatigués mais complètement lucides et m'a dit quelque chose qui m'a semblé cryptique à l'époque, mais qui, cette nuit-là, dans l'obscurité, a commencé à prendre une forme beaucoup plus claire. Il a dit, il y a des gens qui te sous-estimeront toute ta vie, Waken, laisse-les faire. Parce que le jour où ils découvriront qui tu es vraiment, le contraste sera si grand qu'aucun mot ne suffira pour décrire ce qu'ils ressentiront. Ce jour-là, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Sois juste là, calmement, et laisse la vérité parler d'elle-même. J'ai tout gardé cette nuit-là. La carte, les mots, l'image d'Alexa me tournant le dos pendant qu'elle dormait.
Le commentaire de Louise à ce dîner de Noël. La voix d'Hortensia dans ce couloir. Les applaudissements de Gélier qui n'avaient pas encore eu lieu, mais que je pouvais déjà, sans le savoir consciemment, pressentir. J'ai tout gardé et j'ai continué à attendre le moment où il n'y aurait plus rien à perdre. Ce moment est venu sous la forme d'un dîner d'anniversaire, d'une table élégante, de bougies allumées et d'un verre de vin levé par la main de la femme avec qui j'avais partagé près de 2 décennies de ma vie. Mais cela n'était pas encore arrivé. Il y avait encore des choses à se produire. Il y avait encore des blessures que je ne savais pas que j'allais recevoir. Il y avait encore le moment le plus sombre de tous. Celui qui a failli me faire réagir trop tôt. Celui qui a testé chaque once de patience que mon père m'avait enseigné. Et ce moment était beaucoup plus proche que je ne l'imaginais. Il y a une différence entre savoir que quelque chose se termine et l'accepter. Je savais. Je le savais depuis un moment. Je le voyais dans chaque conversation courte. Et chaque nuit où Alexa rentrait tard et que j'étais déjà endormi ou faisais semblant de l'être, parce que c'était plus facile que de parler. Je le voyais dans la façon dont elle ne me cherchait plus pour me raconter des choses. Ces petites choses de la journée qui sont ce qui soutient réellement un mariage. Celles que personne ne mentionne quand on parle d'amour, mais qui sont le véritable tissu de la vie avec quelqu'un. Ça avait disparu. Ça avait disparu depuis longtemps. Ce qui restait était une structure vide, une forme sans contenu. 2 personnes partageant un espace qui ressemblait de plus en plus à une salle d'attente qu'à un foyer. Mais le savoir et l'accepter sont des choses différentes. Et je ne l'avais toujours pas complètement accepté, parce que l'accepter signifiait aussi accepter tout le reste. Cela signifiait accepter que les années que j'avais investies, la patience que j'avais pratiquée, la loyauté que j'avais maintenue, même quand personne ne la reconnaissait, avait construit quelque chose qui s'effondrait maintenant sans que je puisse rien faire pour l'empêcher. Et cela faisait mal d'une manière qui n'a pas de nom exact. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la pure tristesse. C'était quelque chose de plus proche de l'épuisement profond de quelqu'un qui a porté un poids trop longtemps et qui, soudain, ne se souvient plus de ce que c'est de ne pas le porter. Le véritable déclencheur, le moment qui a marqué le début de la fin d'une manière que je ne pouvais plus ignorer, s'est produit un vendredi soir, quelques mois avant le dîner d'anniversaire d'Alexa. J'étais rentré à la maison après une longue journée avec des nouvelles que je voulais partager. Nous avions conclu le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise, un projet de construction industrielle avec une entreprise qui était en négociation depuis des mois et qui avait finalement signé cet après-midi-là. C'était un contrat de 800 000 $, le résultat d'années de travail, de crédibilité construite brique par brique, de se lever tôt et de ne pas abandonner et de faire les choses bien, même quand personne ne regardait. Je suis entré dans la maison avec cette énergie que l'on a quand quelque chose d'important arrive enfin. Alexa était dans le salon, son téléphone à la main, répondant à des messages. Je lui ai dit que j'avais des nouvelles. Elle m'a regardé une seconde, puis est retournée à son téléphone et a dit « Dis-moi ». Sans poser le téléphone, sans se retourner complètement, sans éteindre l'écran. Je lui ai dit. J'ai expliqué le contrat, ce qu'il signifiait, le temps que nous avions investi pour y arriver. J'ai parlé pendant peut-être 3 minutes. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux de son téléphone, a hoché la tête une fois et a dit « C'est super, Waken. Je suis contente. » Et puis elle m'a demandé si j'avais vu où elle avait laissé ses clés de voiture. C'était tout. Je suis resté au milieu du salon pendant un moment qui m'a semblé éternel. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement, en regardant par la fenêtre la rue sombre, en pensant à tout le temps que j'avais attendu pour pouvoir partager quelque chose comme ça avec quelqu'un, avec elle, et en pensant à ce que je venais de recevoir en retour. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Et le lendemain matin, quand Alexa est partie tôt pour la maison de son père sans me dire où elle allait, je suis resté seul dans cette grande maison silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de penser honnêtement à ce que je vivais. Pas avec colère, pas avec drame, avec cette clarté froide qui vient parfois quand on est assez fatigué pour arrêter de se mentir. Et ce que j'ai vu n'était pas joli. J'ai vu un homme qui avait tout donné pendant près de 2 décennies à une famille qui ne l'avait jamais reçu. J'ai vu un homme qui s'était tu quand il aurait dû parler, qui avait supporté des choses quand il aurait dû poser des limites, qui avait confondu la patience avec la résignation et la loyauté avec la soumission. J'ai vu un homme qui s'était tellement habitué à être invisible qu'il avait presque commencé à croire que c'était ce qu'il méritait. Et à ce moment-là, assis dans le silence de cette maison, j'ai pris une décision.
pas de partir. Pas encore. Mais d'arrêter de me diminuer, d'arrêter de me rétrécir pour entrer dans les espaces que les autres m'assignaient. De commencer à occuper la place qui était la mienne, même si pour le moment ce processus était complètement invisible pour tout le monde. J'ai appelé Pablo, l'un des conseillers juridiques qui avait travaillé avec mon père pendant des années, un homme sérieux et discret qui connaissait chaque détail de l'héritage et des structures d'entreprise dont j'avais hérité. Je lui ai dit qu'il était temps de commencer à bouger certaines choses. Pas tout d'un coup, mais de commencer à positionner les actifs d'une manière qui reflétait le contrôle réel que j'avais sur eux. Pablo a écouté en silence, comme toujours, puis a dit, il était temps. Votre père aurait été d'accord. Pendant les 3 mois suivants, j'ai travaillé avec Pablo et l'équipe de conseillers dans le silence le plus absolu. Personne dans ma vie quotidienne ne savait rien. Alexa ne savait rien. Jeye ne savait rien. Louise ne savait rien. J'étais toujours le même vieux Waken en surface. J'allais toujours aux réunions de famille quand c'était inévitable. Je m'asseyais toujours à cette place éloignée à table. J'écoutais toujours les commentaires de Louise avec la même expression neutre que j'avais perfectionnée au fil des ans. Je voyais toujours le sourire d'Hortensia avec ce sourire qui était le sien. Je voyais toujours Jeye occuper chaque pièce comme si elle lui appartenait. Mais à l'intérieur, tout changeait. Et puis est venue l'annonce du dîner d'anniversaire d'Alexa. Elle me l'a dit une semaine avant, presque en passant, en cherchant quelque chose dans le placard. Elle m'a dit que son père avait réservé un restaurant pour célébrer son anniversaire le vendredi suivant, que ce serait un dîner de famille, qu'elle espérait que je pourrais venir. Pas comme une véritable invitation, plus comme une notification, comme quand on vous annonce une réunion obligatoire au travail que personne ne veut avoir, mais qui doit avoir lieu. Je lui ai dit que je serais là. Cette semaine-là a été étrange. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère de la maison que je ne pouvais pas tout à fait identifier, mais que je sentais comme la pression qui s'accumule avant un orage. Alexa était plus distante que d'habitude, mais aussi plus nerveuse. Elle avait des conversations à voix basse au téléphone qu'elle interrompait quand j'entrais dans la pièce. Une nuit, je l'ai entendue parler à sa mère, et bien que je n'ai pas pu distinguer les mots, le ton était celui de quelqu'un qui coordonne quelque chose, pas de quelqu'un qui discute simplement. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû lire ces signes plus attentivement, mais je pense qu'une partie de moi ne voulait pas les lire, car les lire aurait signifié se préparer à quelque chose que j'espérais encore, dans un coin irrationnel de mon esprit, ne se produirait pas. Le vendredi est arrivé avec une normalité qui, avec le recul, semble presque cruelle. La journée a été ordinaire. J'ai travaillé jusqu'à 17 heures. Je suis rentré à la maison. J'ai pris une douche. J'ai repassé un costume 3 fois parce que j'avais une nervosité que je ne savais pas exactement à quoi attribuer. Et avant de partir, je me suis arrêté un instant devant le miroir de la chambre. Je me suis regardé, 48 ans, un homme qui avait construit plus que quiconque à ce dîner n'imaginerait jamais. Un homme qui avait appris à porter des choses lourdes sans que cela se voie sur son visage. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit et j'ai sorti la carte de mon père. Je l'ai tenue un instant, je l'ai regardée, le nom de mon père, le numéro de contact, ces quelques lignes qui contenaient plus d'histoire que quiconque dans ce restaurant ne pourrait l'imaginer. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai prise ce soir-là. Ou peut-être que si, mais à ce moment-là, je ne me l'avouais pas tout à fait. Je pense qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose allait se briser cette nuit-là. Que j'avais atteint ce point que mon père avait si clairement décrit dans ses derniers mots. Ce point où il n'y a plus rien à perdre. Parce que ce qui était à perdre avait déjà été perdu, petit à petit, depuis si longtemps que la perte finale est presque un soulagement. Le restaurant était élégant, le genre d'endroit que Jeye choisissait toujours pour rappeler à tout le monde qu'il pouvait choisir ce genre d'endroit. Nappe blanche, bougie au centre de chaque table, une carte des vins qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je suis arrivé à l'heure, comme toujours. Jeye était déjà là, bien sûr, installé en bout de table comme si c'était son trône personnel, dans un costume sombre et avec cette posture qui était la sienne, d'un homme qui ne doute jamais de rien. Hortensia à ses côtés, parfaitement coiffée avec ce sourire prêt à être utilisé selon les besoins de l'occasion. Louise en face d'eux, son verre de vin déjà à la main, bien que le dîner vienne à peine de commencer. Il y avait d'autres personnes, des amis d'Alexa que je connaissais superficiellement, un couple proche de la famille de Jeye,
une femme plus âgée qui était la tante d'Alexa du côté d'Hortensia. Au total, nous étions 12 autour de cette longue table. Je me suis assis à la place qui m'était assignée, qui était comme toujours au bout le plus éloigné de Geillet. J'ai salué ceux qui étaient près de moi. J'ai commandé de l'eau. J'ai ouvert le menu sans vraiment le voir parce que mon esprit était ailleurs, traitant cette tension que je ne pouvais toujours pas tout à fait identifier, mais qui était maintenant si épaisse que je pouvais presque la toucher. Alexa est arrivée 10 minutes plus tard. Elle est entrée avec une confiance que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Elle a salué tout le monde, a embrassé sa mère, a serré son père dans ses bras, a ébouriffé les cheveux de Louise avec ce geste de grande sœur qu'elle avait avec lui. Elle est venue à mes côtés, m'a donné un baiser sur la joue, qui était plus une formalité qu'un geste d'affection, et s'est assise à ma droite. Pendant la première demi-heure, tout était relativement normal. Conversation croisée, commande au serveur, le bruit des couverts et des rires, et en fond sonore la musique douce que le restaurant utilisait pour combler les silences. Geillet parlait d'affaires. Louise parlait d'un voyage qu'il prévoyait. Hortensia demandait des nouvelles des enfants de ses amis avec sa courtoisie millimétrée. J'ai peu participé. J'ai répondu quand on me demandait quelque chose. J'ai souri quand c'était approprié. J'ai bu de l'eau lentement. Et à un moment donné, en observant cette table, ces gens, ces visages qui faisaient partie de ma vie depuis près de 20 ans, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. Une clarté étrange et complète, comme lorsque le ciel s'éclaircit soudainement après des jours nuageux et que la lumière frappe d'un coup et que tout se voit avec une netteté qui fait presque mal. J'ai vu exactement ce qu'était cette table. J'ai vu exactement ce qu'était ce mariage. J'ai vu exactement qui étaient ces gens et qui j'étais parmi eux. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas reculé devant ce que je voyais. C'est à ce moment-là qu'Alexa s'est levée, a pris son verre de vin avec cette élégance que sa mère lui avait enseignée, m'a regardé et a ouvert la bouche. Il y a des mots qui changent l'air dans une pièce quand ils sont prononcés. Non pas parce qu'ils sont les plus élaborés ou les plus intelligents, mais parce qu'ils portent en eux quelque chose que toutes les personnes présentes reconnaissent instantanément, même si personne ne l'a dit à voix haute auparavant. Ce sont des mots qui coupent, qui divisent le temps en un avant et un après. Si clair que vous pourriez indiquer la seconde exacte où le monde a cessé d'être ce qu'il était et a commencé à être quelque chose de différent. Alexa a pris son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Waken, je veux le divorce ». Le silence qui a suivi a duré exactement le temps qu'il faut au cerveau humain pour traiter quelque chose d'inattendu. 2 secondes, peut-être 3. Un silence dense, presque physique, qui a rempli chaque recoin de cette table élégante de son poids. Et puis Geillet a explosé. Pas de colère, cela aurait été plus facile à supporter. Il a explosé en quelque chose de bien pire. Il a explosé de joie. Il a commencé à applaudir lentement, délibérément, les 2 paumes ouvertes se frappant l'une l'autre à ce rythme posé que les gens utilisent quand ils veulent que les applaudissements en disent plus que les mots. Il s'est levé, ce qui n'était pas nécessaire pour applaudir, mais il avait besoin d'être debout parce que debout, il prenait plus de place, et plus de place signifiait plus de pouvoir dans sa logique habituelle. Et avec cette voix profonde qui était la sienne, qu'il utilisait quand il voulait que tout le monde entende, il a dit « Tu es enfin libre de ce perdant ». Il n'y a pas eu de pause dramatique, pas de moment de doute collectif. La table a réagi comme si elle attendait ce signal. Louise a éclaté de rire, ce rire qui avait toujours quelque chose d'enfantin et de cruel à la fois, et a frappé la table de la paume de sa main comme si c'était la meilleure blague qu'il ait entendue depuis des années. Hortensia n'a pas exactement ri. Hortensia a fait quelque chose de plus sophistiqué. Hortensia a souri les lèvres fermées et a légèrement baissé la tête. Comme une reine hochant la tête à une décision correcte qu'elle attendait depuis longtemps. Les amis de la famille, ce couple que je connaissais superficiellement, ont échangé un regard puis ont détourné les yeux avec ce malaise de quelqu'un qui assiste à quelque chose qu'il ne sait pas comment gérer, mais qu'il ne va pas non plus interrompre. Les amis d'Alexa se sont regardés. L'une d'elles, celle qui était assise le plus près de moi, a baissé les yeux vers son assiette. C'était le seul geste à toute cette table ce soir-là qui ressemblait de loin à de la décence. Je n'ai pas bougé. J'étais assis à ma place, les mains sur la table, complètement immobile. Non pas parce que j'étais paralysé par le choc, mais parce qu'à ce moment-là, à cette seconde exacte où Geillet applaudissait, Louise riait, Hortensia souriait et Alexa restait debout, son verre toujours à la main.
me regardant comme si elle attendait une sorte de réaction qui confirmerait qu'elle avait pris le contrôle de la situation. Quelque chose en moi était plus calme qu'à tout autre moment de ces dernières années. C'était comme si tout ce temps d'attente, toute cette patience accumulée, tout ce poids que j'avais porté en silence avait soudainement trouvé son but. Comme si l'univers ou ceux qui organisent ces choses avaient attendu exactement ce moment pour me dire « c'est l'heure, maintenant ». J'ayais à continuer à parler. Maintenant, il s'adressait à la table en général, pas seulement à moi. Parce que pour lui, j'avais déjà cessé d'exister à ce moment-là. Et ce qui restait, c'était la scène, son public, son moment. Il a dit des choses sur Alexa, sur sa fierté, sur tout ce qu'elle méritait et sur le peu que j'avais pu lui donner. Il a utilisé le mot au potentiel. Il a dit qu'Alexa pourrait enfin développer son potentiel sans le poids de quelqu'un qui la limitait. Il l'a dit comme ça, sans baisser la voix, sans aucune considération pour le fait que j'étais assis à 3 mètres de là, écoutant chaque syllabe. Louise a ajouté quelque chose sur le fait qu'il était temps. Hortensia a dit, de sa voix parfaitement modulée, qu'elle espérait que tout serait géré avec maturité et discrétion, comme si la discrétion était quelque chose qui lui importait alors que c'était son mari qui venait d'applaudir un divorce dans un restaurant plein de monde. Alexa était toujours debout. Il y avait quelque chose dans sa posture que j'ai lu avec la clarté qui vient d'années de connaissance de quelqu'un. Ce n'était pas de la pure confiance qu'elle irradiait. C'était la confiance empruntée de quelqu'un qui agit avec le soutien des autres. C'était la posture de quelqu'un qui a répété ce moment, qui en a parlé avec des gens qui l'ont encouragé, qui y arrive convaincu que cela se passera exactement comme elle l'imaginait. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être du doute. Un très bref éclair. Peut-être parce que ma réaction n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Peut-être parce que le calme tranquille d'un homme qui ne s'effondre pas est plus déconcertant que les cris de celui qui le fait. Mais cet éclair a rapidement disparu et Alexa s'est assise. Le dîner a continué, ou a essayé de continuer. Jayé a demandé du champagne parce que selon lui, il y avait quelque chose à célébrer, et il l'a dit exactement comme ça, sans euphémisme, avec cette brutalité élégante qui était sa marque personnelle. Le serveur est arrivé avec la bouteille, a versé les verres et Jayé a levé le sien et a porté un toast à sa fille et à son avenir. Presque tout le monde a levé son verre. Louise l'a fait avec enthousiasme. Hortensia l'a fait avec son sourire. Le couple d'amis l'a fait avec ce malaise de quelqu'un qui ne sait pas dire non en public. Je n'ai pas levé mon verre. Je ne l'ai pas fait de manière dramatique. Je n'ai pas retourné le verre. Je n'ai fait aucun geste théâtral. Je ne l'ai tout simplement pas levé. J'ai gardé mes mains sur la table, regardant le centre de celle-ci, et j'ai laissé le toast se produire autour de moi comme une tempête qui passe mais ne vous touche pas. Jayé m'a regardé pour la première fois de toute la soirée. Il m'a regardé directement avec ce sourcil levé qu'il utilisait pour communiquer le mépris sans avoir à l'articuler. Il attendait quelque chose, une réaction, un effondrement. Un homme qui se lève furieux ou qui se lève en pleurant ou qui dit quelque chose qui pourra être utilisé contre lui plus tard. Tout ce qui confirmerait l'image qu'il avait de moi. Le perdant. L'homme qui n'était pas à la hauteur. L'erreur de sa fille. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Je l'ai regardé, juste ça. Je l'ai regardé avec un calme qu'il n'attendait clairement pas, car pendant une seconde, juste une, j'ai vu quelque chose traverser son visage qui n'était pas le mépris habituel. C'était quelque chose de plus proche de l'inconfort. Ce moment où vous lancez une pierre, en vous attendant à entendre le bruit de l'impact, et qu'à la place vous entendez le silence. Puis j'ai baissé les yeux, j'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti la carte. C'était exactement ce à quoi elle ressemblait de l'extérieur. Un petit rectangle de carton épais avec les bords légèrement usés par le temps et par des années passées dans des tiroirs et des poches. Pas d'image, pas de design élaboré, juste le nom de mon père imprimé dans une police discrète et un numéro de téléphone en dessous. Rien de plus. Je l'ai tenu entre mes doigts un instant. Je ne l'ai pas montré. Je ne l'ai pas agité devant qui que ce soit. Je n'ai fait aucun commentaire. Je l'ai simplement regardé une seconde. Comme on regarde quelque chose que l'on connaît très bien et dont on sait exactement ce qu'elle vaut. Et puis j'ai levé les yeux, cherchant le serveur. Il était tout près, à quelques pas de la table, avec cette posture attentive que les serveurs des restaurants élégants ont. Toujours disponible mais jamais intrusif. C'était un jeune homme, bien présenté,
avec sa veste d'uniforme parfaitement boutonnée. Je l'ai appelé d'un geste doux. Il s'est approché immédiatement. Je lui ai tendu la carte. Il l'a prise naturellement, avec la même expression professionnelle avec laquelle on prend n'importe quoi qu'un client vous tend dans un restaurant. Mais ensuite, il l'a regardé et quelque chose a changé. Ce n'était pas un changement dramatique au début. C'était subtil. Le genre de changement que l'on ne remarque que si l'on y prête attention. Et je prêtais une attention absolue à chaque millimètre de ce qui se passait à ce moment-là. J'ai vu ses yeux lire le nom sur la carte. J'ai vu quelque chose se réorganiser dans son expression. J'ai vu la couleur de son visage faire ce voyage étrange du normal à quelque chose qui n'était pas exactement de la pâleur mais qui s'en approchait dangereusement. Ses mains, qui avaient pris la carte avec la fluidité automatique de quelqu'un habitué à recevoir des choses, sont devenues légèrement immobiles, juste une seconde, mais c'était suffisant. Il a levé les yeux vers moi. Il m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu classer à ce moment-là mais qui contenait quelque chose de très spécifique. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la reconnaissance. C'était le visage de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qui change complètement le contexte de tout ce qui se passe autour de lui. Et d'une voix très basse, presque un murmure, il a dit « Êtes-vous le fils de Don Alejandro ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé un instant puis j'ai hoché la tête une fois. Lentement. Le serveur a refermé ses doigts sur la carte, s'est légèrement redressé et a dit d'une voix qui avait changé de registre d'une manière qui n'est pas passée complètement inaperçue de ceux qui étaient les plus proches de nous, un instant, monsieur, s'il vous plaît. Et il s'est éloigné de la table avec une vitesse discrète mais évidente, vers l'arrière du restaurant où se trouvaient les bureaux. Louise a été le premier à remarquer quelque chose. Il m'a regardé avec ce sourire légèrement suspendu, comme quand on raconte une blague et que la chute n'arrive pas au moment attendu. Il a demandé avec ce ton qui était le sien, mi-curieux, mi-moqueur, qu'est-ce que c'était que ça? Je ne lui ai pas répondu. Hortensia a légèrement froncé les sourcils, à peine perceptiblement, puis a retrouvé son expression neutre. Jay a pris une gorgée de son champagne et n'a rien dit, mais je l'ai vu regarder vers l'arrière du restaurant avec ce regard d'un homme habitué à lire les situations. Alexa me regardait pour la première fois de toute la soirée. Elle me regardait d'une manière qui n'était pas de la froideur, ni de la distance, ni de cette indifférence étudiée qu'elle avait apportée au dîner comme un accessoire. Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à une question. Comme si soudain, il y avait quelque chose en moi qu'elle ne reconnaissait pas. Comme si l'homme assis à côté d'elle n'était pas exactement l'homme qu'elle pensait connaître. Et à ce moment-là, dans ce silence qui commençait à s'installer autour de la table pendant que tout le monde attendait sans savoir exactement ce qu'ils attendaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti le poids exact de chaque année de silence, de chaque commentaire gardé, de chaque dîner enduré, de chaque petit matin à tenir cette carte dans le noir, en attendant le moment que mon père m'avait dit qu'il viendrait. J'ai ressenti tout cela ensemble, comme une vague qui monte lentement, mais quand elle arrive, elle recouvre tout. Et j'ai attendu, avec un calme qu'aucun d'eux ne comprenait encore, avec un calme qu'ils commenceraient à comprendre dans quelques minutes. Le temps a une étrange façon de se comporter dans les moments qui comptent. Il s'étire. Il devient dense. Chaque seconde acquiert un poids spécifique qu'elle n'aurait pas dans des circonstances normales. Et à cette table, alors que le serveur disparaissait vers l'arrière du restaurant avec la carte de mon père entre ses doigts, le temps a fait exactement cela. Il s'est étiré, et chaque personne autour de cette table l'a ressenti d'une manière différente. Bien qu'aucun ne puisse encore le nommer. Louise a été le premier à essayer de briser la tension qui commençait à s'installer comme un brouillard entre les assiettes et les verres. Il l'a fait comme il le faisait toujours, avec un humour qui n'était pas de l'humour, mais un outil pour se repositionner quand quelque chose le mettait mal à l'aise. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, a pris son verre et a dit avec ce ton qui était le sien, de quelqu'un qui contrôle le récit, « Qu'est-ce qui s'est passé, Waken ? Tu as laissé un pourboire sur la carte, et il a laissé échapper un petit rire, s'attendant à ce que quelqu'un se joigne à lui. Personne ne l'a fait. Non pas parce que tout le monde avait soudainement trouvé une conscience, mais parce qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui ne collait pas tout à fait et qui empêchait le rire de couler avec la même naturalité qu'auparavant. C'était quelque chose de subtil mais de présent, comme quand on entre dans une pièce et qu'on sent que quelque chose a changé sans pouvoir identifier exactement quoi. Je n'ai pas répondu à Louise. Je l'ai regardé un instant avec la même expression neutre que j'avais maintenue toute la nuit, puis j'ai regardé à nouveau vers l'arrière du restaurant.
Ce simple geste, si dépourvu d'agressivité, l'a mis plus mal à l'aise que n'importe quelle réponse que j'aurais pu lui donner, car Louise était fait pour provoquer des réactions. Sans réaction, sa provocation n'avait nulle part où atterrir et restait en suspens dans l'air, le faisant paraître plus petit. Gélier observait. Je l'ai vu du coin de l'œil. Il avait posé son verre sur la table et avait cette posture d'un homme qui calculait quelque chose. Gélier était arrogant, mais il n'était pas stupide. Il avait bâti une entreprise. Il avait navigué dans des négociations. Il avait lu les gens pendant des décennies, et quelque chose dans son instinct d'homme d'affaires lui envoyait un signal que sa fierté ne lui permettait pas encore de traiter complètement. Le signal que quelque chose dans cette situation n'était pas ce qu'il semblait. Hortensia, fidèle à son style, maintenait une parfaite contenance. Mais j'ai vu ses yeux se diriger également vers l'arrière du restaurant, là où le serveur avait disparu, avec une fréquence qui ne correspondait pas à une simple curiosité désinvolte. Alexa était toujours à ma droite. Elle avait pris son verre mais ne buvait pas. Elle le tenait avec une main qui, si je ne l'avais pas connue si bien depuis tant d'années, aurait semblé complètement détendue. Mais je la connaissais et j'ai vu que ses doigts autour du verre étaient légèrement plus serrés que la normale. Quelque chose en elle se recalibrait également, bien qu'elle ne sache pas encore exactement ce qu'elle recalibrait ni pourquoi. Plusieurs minutes ont passé. La conversation à table a tenté de reprendre son cours normal. Le couple d'amis a commencé à parler de quelque chose lié à un voyage. La tante d'Alexa a demandé à Hortensia quelque chose à propos d'une recette. Louise a fait un commentaire sur le vin, mais tout cela sonnait creux. Tout cela sonnait comme le bruit que les gens font quand ils remplissent un silence qu'ils ne savent pas comment gérer. Les mots étaient là, mais l'attention de tout le monde, de chaque personne autour de cette table, était ailleurs. Elle suivait le serveur qui ne revenait pas. Elle était sur cette petite carte en carton que personne n'avait pu bien voir, mais qui avait clairement produit un effet que personne n'attendait. Je suis resté silencieux. Pas un silence inconfortable. Pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire, mais le silence de quelqu'un qui a tellement à dire qu'il a consciemment choisi de ne rien dire pour le moment. Il y a une énorme différence entre ces deux silences, et quiconque a été en présence des deux sait les reconnaître. Ceux de cette table commençaient à le reconnaître aussi, même s'il leur était difficile de l'admettre. Louise a essayé de nouveau, cette fois sous un angle différent, plus direct, car le malaise le poussait vers l'agressivité, qui était sa zone de confort. Il m'a demandé avec moins de déguisement qu'auparavant, sérieusement, qu'as-tu donné au serveur? Tu ne vas pas faire une scène, n'est-ce pas? Parce que ce serait un peu pathétique, honnêtement. Je l'ai regardé. J'ai pris une lente gorgée d'eau et je lui ai dit d'une voix complètement calme, sans une once de tension dans chaque syllabe, ne t'inquiète pas, Louise. Tout est sous contrôle. C'était une réponse simple, mais elle a produit un effet que je n'avais pas tout à fait calculé, car le problème avec cette phrase, dite de cette façon, avec ce calme, dans ce contexte, c'est qu'elle ne sonnait pas comme la réponse de quelqu'un qui est écrasé. Elle sonnait exactement comme ce qu'elle disait. Elle sonnait comme quelqu'un qui a le contrôle. Et cela, venant de moi, le gendre perdant, l'homme que Gélier venait de décrire publiquement comme quelqu'un dont sa fille s'était enfin débarrassée, ne correspondait à aucun schéma dont aucun d'eux disposait pour interpréter la situation. Gélier s'est raclé la gorge. C'était un petit son, presque imperceptible, mais je l'ai entendu parce que j'écoutais tout. Et dans ce raclement de gorge, il y avait quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui de toutes les années où je l'avais connu. Quelque chose qui ressemblait à peine à de l'incertitude. Et puis le serveur est revenu. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme plus âgé, d'environ 60 ans, bien habillé, avec l'allure de quelqu'un qui a de l'autorité dans cet espace. Le directeur du restaurant, j'ai tout de suite compris. Un homme aux cheveux gris, en costume sombre, qui marchait de ce pas ferme de quelqu'un habitué à gérer les situations, mais qui à ce moment-là avait une expression sur son visage qui mêlait le respect à quelque chose que l'on ne pouvait décrire que comme une urgence contenue. Ils se sont approchés de mon côté de la table. Le directeur s'est approché de moi, s'est légèrement incliné et m'a parlé à voix basse, mais pas si basse que les plus proches ne puissent pas entendre s'ils prêtaient attention. Et à cette table, à ce moment-là, tout le monde prêtait attention. Il a dit, Monsieur Waken, excusez l'interruption. Je viens de vérifier l'information. Nous ne savions pas que vous veniez ce soir, sinon nous vous aurions traité différemment dès le début. C'est un honneur de vous avoir ici. Tout ce dont vous avez besoin ce soir est offert par la maison, bien sûr,
et s'il y a autre chose que nous puissions faire pour rendre votre soirée parfaite, nous sommes entièrement à votre service. Il l'a dit avec une naturalité que seules les personnes habituées à traiter avec un certain type de clients ont, sans exagération théâtrale, sans courbettes inutiles. Avec cette différence directe et spécifique qui est plus puissante que n'importe quelle cérémonie car elle n'a pas besoin d'être expliquée. C'est de la pure reconnaissance. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences précédents de cette nuit. C'était un silence de réflexion, un silence de calcul, un silence qui essayait avec les données disponibles de reconstruire une image qui, soudainement, ne correspondait à aucune carte antérieure. J'ai vu jaillir. J'ai vu le moment exact où quelque chose sur son visage a bougé. Ce n'était pas dramatique. C'était presque microscopique. C'était cet instant où un homme qui a passé des décennies à lire le monde d'une manière spécifique rencontre une information qui ne correspond pas à cette lecture et doit décider en quelques fractions de secondes comment tout réorganiser. J'ai vu ce processus se dérouler en temps réel derrière ses yeux. Et ce qui a émergé de ce processus n'était pas encore une peur totale. C'était quelque chose avant la peur. C'était la suspicion qu'il avait commis une erreur dont il ne pouvait pas encore mesurer l'ampleur. Hortensia avait cessé de sourire. Pas avec un geste dramatique. Le sourire était simplement parti, comme lorsqu'un écran s'éteint. Elle me regardait avec une attention qu'elle ne m'avait jamais accordée auparavant. L'attention de quelqu'un qui voit pour la première fois quelque chose qui a toujours été là, mais qu'elle a choisi de ne pas voir. Louise ne disait rien. Louise, qui avait toujours quelque chose à dire, qui avait toujours un commentaire prêt, un ton moqueur disponible, une façon de faire paraître tout moins sérieux que ce n'était, ne disait absolument rien. Il regardait le directeur, puis moi, puis la carte que le serveur tenait toujours soigneusement. Et sur son visage, il y avait quelque chose que j'attendais de voir depuis de nombreuses années sans savoir exactement que je l'attendais. La confusion. Une confusion authentique, non dissimulée. Alexa me regardait directement et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas encore du regret. C'était quelque chose de plus primitif que cela. C'était le regard de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il ne connaissait pas la personne à côté de lui aussi bien qu'il le pensait. Qu'il y a des couches qu'elle n'a jamais explorées. Qu'il y a de la profondeur là où elle avait décidé de voir de la superficialité. Le directeur a attendu ma réponse avec cette patience professionnelle de quelqu'un qui sait que le temps des personnes importantes est précieux. Je l'ai remercié d'un bref signe de tête et lui ai dit que j'en tiendrais compte. Il a hoché la tête, m'a regardé une seconde de plus avec cette expression de reconnaissance qui n'était plus du tout ambiguë et s'est retiré du même pas ferme avec lequel il était arrivé. Le serveur est resté un instant de plus près de moi, m'a regardé et a dit très bas, presque juste pour moi, « Votre père était un grand homme, monsieur. Je l'ai rencontré il y a des années. Je ne l'ai jamais oublié. Et il s'est éloigné aussi. » Cette phrase est tombée au centre de la table comme une pierre dans l'eau calme, et les ondulations ont commencé à se propager. Jaillir a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Pour la première fois de toutes les années où je l'avais connu, Jaillir ne trouvait pas les mots immédiatement. Et ce silence de sa part, ce vide là où il y avait toujours eu une voix pleine de certitude, d'autorité et de mépris déguisé en opinion, ce silence a été le premier signe réel que quelque chose avait changé pour toujours à cette table. Je les ai tous regardés, Jaillir, Hortensia, Louise, Alexa. Je les ai regardés un par un, lentement, sans hâte, avec ce calme que mon père m'avait appris être plus puissant que n'importe quel cri. Et puis j'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu lentement et je l'ai posé sur la table avec un son doux. Et j'ai attendu, parce que le meilleur était encore à venir. Et cette fois, celui qui allait parler, c'était moi. Il y a un moment dans la vie de certains hommes où tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont construit en silence pendant que d'autres les regardaient avec mépris converge en un seul point. Un point qui ne peut être planifié avec précision, même si on l'a pressenti pendant des années. Un point qui arrive simplement, comme les choses qui sont censées arriver, avec cette inévitabilité tranquille que l'on ne reconnaît que lorsqu'elle est déjà en train de se produire. Ce moment était arrivé, et je le sentais dans chaque centimètre de ce restaurant élégant, dans le silence recalibré de cette table, dans les yeux de chaque personne qui m'entourait. Essayant de réorganiser en temps réel une image de moi qu'ils avaient passé des années à construire avec les mauvais matériaux. Jaillir a été le premier à essayer de regagner du terrain. C'était prévisible. Un homme comme lui ne pouvait pas tolérer son propre silence trop longtemps,
car son propre silence était la seule forme de défaite qu'il ne pouvait pas déguiser en autre chose. Il s'est raclé la gorge, s'est légèrement redressé sur sa chaise et, d'une voix qui tentait de retrouver son registre habituel d'autorité mais qui avait quelque chose de légèrement différent. Quelque chose que j'ai identifié comme l'effort de quelqu'un qui joue une confiance qu'il ne ressent plus pleinement, il m'a demandé, qu'est-ce que c'était que tout ça, Waken? Je l'ai regardé. J'ai laissé la question en suspens dans l'air pendant quelques secondes avant de répondre. Pas pour créer un effet dramatique, mais parce que j'avais tellement de choses à dire que je devais choisir soigneusement par où commencer. Mon père m'avait appris que les mots importants méritent le temps qui leur est dû. Que les précipiter, c'est les gaspiller. Finalement, j'ai parlé. Et quand je l'ai fait d'une voix calme, sans une once de tremblement, sans l'urgence de quelqu'un qui a besoin de convaincre quelqu'un de quelque chose, avec la solidité de quelqu'un qui énonce simplement des vérités qui existaient déjà avant d'être prononcées. Je lui ai dit, c'est une carte, Géier. Une carte que mon père m'a laissée avant de mourir, avec un nom et un numéro de contact. Le nom de l'homme qui, pendant 30 ans, a été un associé commanditaire dans plusieurs entreprises de cette région, y compris une société de distribution d'importation de taille moyenne qui dépend en grande partie de contrats que cet associé a gérés pendant des décennies par le biais d'intermédiaires. Des contrats qui, depuis un peu plus d'1 an, sont sous mon administration. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pointé personne du doigt. J'ai juste parlé. L'effet fut comme de voir une structure que l'on pensait solide commencer à montrer ses fractures de l'intérieur. Pas avec du bruit, avec cette redistribution silencieuse du poids qui précède un effondrement. Géier me regardait. Et pour la première fois en près de 20 ans que je le connaissais, Géier me regardait vraiment. Pas avec le regard condescendant habituel, pas avec ce regard de haut en bas qu'il utilisait pour me rappeler ma place. Il me regardait avec les yeux de quelqu'un qui recalcule une équation qu'il pensait résolue et qui découvre que les chiffres ne correspondent pas à ce qu'il attendait. Sa voix, quand il a parlé à nouveau, avait perdu plusieurs degrés de température. De quel contrat parles-tu? J'ai répondu calmement, les contrats de fourniture avec Distribuidora Albin et avec Grupo Mercanti del Nord. Ce qui représente environ 38% de votre volume d'exploitation annuel. Ceux qui se sont renouvelés automatiquement pendant 12 ans grâce aux accords que mon père a établis à l'époque et que personne dans votre entreprise n'a jamais su exactement d'où ils venaient, car telle était la nature de l'arrangement, silencieux, discret, comme tout ce que mon père faisait. La couleur du visage de Géier a fait un voyage que j'ai suivi avec attention. Elle a commencé à sa teinte habituelle, ce bronzage soigné d'un homme qui prend soin de son apparence, et a transité vers quelque chose de plus pâle, de plus tamisé, avec une vitesse qui ne correspondait pas aux secondes qui passaient, mais à l'ampleur de ce qu'il était en train de traiter. Hortensia avait cessé d'être Hortensia. Je veux dire, elle avait cessé d'être la version publique d'Hortensia, cette construction parfaite d'élégance et de contrôle qu'elle avait maintenue à chaque réunion de famille pendant des décennies. Elle était assise le dos toujours droit, car la posture était la dernière chose qui partirait. Mais ses mains sur la table n'étaient plus dans cette position décontractée que l'on adopte quand tout est sous contrôle. Elles étaient immobiles d'une manière différente. L'immobilité de quelqu'un qui n'a plus de scénario. Louise était silencieux. Louise, qui avait rempli des années de réunions de famille de commentaires, de moqueries et de cet humour qu'il utilisait à la fois comme bouclier et comme arme, était complètement silencieux. Il me regardait avec une expression que j'ai mis un moment à classer et que j'ai finalement identifiée comme quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage dirigé vers moi. C'était un mélange d'incrédulité et de quelque chose qui s'approchait dangereusement de la peur. Pas la peur dramatique des films. La vraie peur, celle qui apparaît quand on réalise qu'on a traité avec mépris quelque chose qu'on ne comprenait pas. Alexa avait son verre sur la table. Elle ne le tenait plus. Elle me regardait avec une intensité que j'ai trouvée étrange, car ce n'était pas l'intensité de l'amour, ni de la colère, ni d'aucune des émotions que j'aurais attendues à ce moment-là. C'était l'intensité de quelqu'un qui voit une personne pour la première fois. Pas un inconnu, quelqu'un qu'elle pensait connaître et qu'elle découvre maintenant être bien plus que l'image qu'elle s'était construite de lui. Et dans cette intensité, il y avait quelque chose qui faisait plus mal que je ne l'aurais cru, parce qu'il était trop tard pour cette découverte. Trop tard pour ce regard. Géier a essayé une fois de plus. C'était un homme qui avait passé sa vie à se remettre des coups, utilisant la rapidité de sa réponse comme un outil, et cet instinct ne le quittait pas facilement, même si ses jambes ne répondaient plus avec la même fermeté qu'auparavant. Il m'a dit, d'une voix qui avait la structure de l'autorité mais plus sa substance,
cela ne change rien à ce qui s'est passé ici ce soir. Ma fille a pris une décision, et je la respecte. Le reste, ce sont des affaires, et les affaires se règlent ailleurs. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai répondu, tu as raison, Jay. Les affaires se règlent ailleurs, et je peux t'assurer qu'elles seront réglées. Seulement, à partir de maintenant, elles seront réglées différemment, parce que les contrats que j'ai mentionnés ne sont pas éternellement automatiques. Ils sont renouvelables, et le renouvellement du cycle actuel est prévu dans 4 mois. J'ai hérité cela de mon père aussi, les critères pour décider avec qui continuer à faire des affaires et avec qui ne pas le faire. Je ne lui ai pas dit que j'allais les annuler. Je ne lui ai pas dit que je n'allais pas les annuler. Je lui ai dit la vérité, que la décision était mienne. Et cela, à ce moment à accent grave, à cette table, suffisait pour produire un silence qui avait une texture complètement différente de tous les silences précédents de cette nuit. C'était le silence d'un renversement complet du pouvoir. Je me suis tourné vers Alexa. Et ici, je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car il serait facile de le décrire comme un triomphe ou une satisfaction. Et ce ne serait pas tout à fait vrai. Ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse. Une tristesse nette, sans colère. Qui venait du fait de regarder cette femme avec qui j'avais partagé près de 2 décennies de ma vie et de voir sur son visage la reconnaissance tardive de quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir quand cela aurait encore pu compter. Je lui ai parlé directement, avec le même calme que j'avais eu toute la nuit. J'ai dit, Alexa, je respecte ta décision. Je l'ai toujours respectée, dès le moment où tu l'as prononcée. Bien que la manière dont tu as choisi de le dire en dise plus sur où nous en sommes que n'importe quel argument que nous pourrions avoir. Je coopérerai au processus de divorce de manière ordonnée et équitable. Mes avocats contacteront les tiens cette semaine. Je veux juste que tu saches une chose, et je te le dis sans ressentiment. Vraiment. Pendant des années, j'ai essayé de construire quelque chose de valable avec toi. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que je croyais en nous. J'ai cessé d'y croire il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais dit parce que j'espérais que tu le verrais aussi. C'était ma part de l'erreur, et je l'accepte. Alexa a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai vu quelque chose bouger dans sa gorge. J'ai vu qu'il y avait des mots qui voulaient sortir et que quelque chose les en empêchait. Je ne sais pas quoi. Peut-être l'orgueil. Peut-être la présence de sa famille. Peut-être simplement le poids d'être arrivé trop tard à une compréhension qui, à un autre moment, aurait tout changé. Puis je me suis tourné vers Jay et j'ai dit quelque chose que je retenais depuis près de 20 ans. Pas avec colère, mais avec la clarté de quelqu'un qui peut enfin dire la vérité à voix haute parce qu'il n'y a plus rien à protéger. J'ai dit, de toutes les années où je t'ai connu, tu ne m'as jamais donné la chance d'être autre chose que l'erreur de ta fille. Tu as décidé qui j'étais avant de me connaître et tu ne t'es jamais donné la peine de réviser cette décision. C'est de ta faute, Jay. Je ne peux pas le changer. Mais je peux te dire que l'homme qui a applaudi ce soir, l'homme qui a traité son gendre de perdant devant une table pleine de gens. Cet homme va devoir s'asseoir dans les mois à venir avec les représentants légaux des actifs dont j'ai hérité de mon père et leur expliquer pourquoi il devrait continuer à recevoir un traitement préférentiel lors du renouvellement de ses contrats. Et à cette réunion, Jay, je ne serai pas là, mais mon nom y sera, et cette fois, il sera à la bonne place. Je me suis levé lentement, sans urgence, j'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise, je l'ai ajustée et j'ai regardé la table une dernière fois, tout le monde, chacun, avec ce regard qui n'était pas de la vengeance. Mais quelque chose de plus proche de l'adieu de quelqu'un qui ferme enfin une porte qu'il aurait dû fermer avant, mais que fermer à ce moment-là avait aussi sa dignité. Et avant de faire le premier pas pour partir, j'ai dit une dernière chose pour tout le monde. Pour personne en particulier. Pour l'air de ce restaurant élégant avec ses bougies, ses nappes blanches et son champagne de célébration que personne n'avait fini de boire. J'ai dit, mon père m'a appris que l'argent gagné avec dignité n'a pas besoin d'être affiché. Ce soir, je ne suis pas venu pour afficher quoi que ce soit. Je suis venu pour clore quelque chose, et c'est clos. Et j'ai marché vers la sortie, du même pas calme avec lequel j'étais entré des heures auparavant, sans regarder en arrière, sans attendre de réaction, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre dise quoi que ce soit. Dehors, l'air de la nuit était froid et pur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré comme un homme complètement libre. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en voiture sans musique, sans téléphone, avec rien d'autre que le bruit du moteur et le silence des rues vides, et mes propres pensées qui se mettaient lentement en place dans un nouvel ordre.
comme des meubles que l'on réarrange dans une pièce après des années à la même place, et qui soudainement font respirer tout l'espace différemment. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. Je n'ai pas ressenti cette satisfaction explosive que l'on imagine après un moment comme celui-là. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de l'immobilité. Ce silence intérieur qui apparaît quand on cesse enfin de porter quelque chose que l'on tenait depuis trop longtemps et qui ne nous appartenait plus. J'ai pensé à mon père tout le long du trajet. J'ai pensé à ses mains, à sa voix, à la façon dont il savait toujours quand parler et quand se taire. Cette philosophie qui était la sienne, que j'avais héritée sans savoir pleinement que je l'héritais. Tout comme j'avais hérité de ses actifs, tout comme j'avais hérité de son nom, tout comme j'avais hérité de cette capacité à construire en silence, sans avoir besoin que quelqu'un applaudisse le processus. J'ai pensé à la dernière fois que je l'ai vu conscient, dans cet hôpital, les yeux fatigués mais complètement lucides, me tenant la main avec une force qui ne correspondait pas à la faiblesse de son corps. J'ai pensé à ces mots, à tous ces mots. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que je l'avais complètement compris, que j'étais enfin allé au fond de ce qu'il essayait de me dire avec tout ce qu'il m'a enseigné tout au long de ma vie. Que le caractère ne se montre pas quand tout va bien. Il se montre exactement dans les moments où tout s'effondre autour de vous et que vous décidez, en pleine conscience, de ne pas vous effondrer avec. Je suis rentré à la maison, je suis entré, j'ai allumé seulement la lumière de la cuisine parce que le reste de la maison pouvait rester dans l'ombre pour cette nuit-là. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis à la table de la cuisine et je suis resté là pendant un long moment, à ne rien faire d'autre qu'exister dans ce silence qui était maintenant complètement le mien, sans la présence d'Alexa, sans l'ombre de Gélier. Sans les commentaires de Louise ou le sourire calculé d'Hortensia. Juste moi, ma cuisine, ma maison et ma vie. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, cette vie semblait suffisante. Les jours qui ont suivi ont été ordonnés et calmes d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai appelé Pablo, mon conseiller juridique, le lendemain matin. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au restaurant. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil, puis j'ai entendu quelque chose que j'entendais rarement de la part de Pablo, qui était un homme de peu d'expressions émotionnelles. Je l'ai entendu rire, un rire bref et sincère de satisfaction. Il m'a dit, « Votre père aurait apprécié ce moment. » Nous sommes passés aux détails pratiques, car Pablo était avant tout un homme pratique et il gérait les moments émotionnels avec efficacité. Le processus de divorce a commencé cette même semaine. Alexa a contacté ses avocats et ses avocats ont contacté les miens avec une rapidité qui m'a dit qu'elle préparait cela depuis plus longtemps que je ne l'avais calculé. Je n'ai pas été surpris. Cela ne m'a pas fait mal comme ça m'aurait fait mal avant. Il y avait quelque chose dans le fait d'avoir dit ce que j'ai dit ce soir-là au restaurant qui avait fermé une porte en moi qui ne pouvait pas être rouverte. Pas avec colère, avec une finalité tranquille qui était, à sa manière, une forme de respect pour ce que nous avions été, même si nous n'étions plus rien. Le règlement a été géré équitablement, non pas avec une générosité excessive de ma part, mais pas non plus avec mesquinerie. C'était aussi quelque chose que mon père m'avait appris, que la vengeance exercée par le biais des avocats ne fait que prolonger le contact avec quelqu'un que l'on a déjà décidé de laisser partir, et j'avais décidé de laisser partir. Ce qui s'est passé avec Gélier dans les mois suivants m'est parvenu par l'intermédiaire de Pablo, qui suivait de près l'état des actifs que je gérais. Les contrats de fourniture qui soutenaient une partie importante de l'activité de l'entreprise de Gélier sont entrés en renégociation à l'expiration du cycle. Je n'ai pas participé directement à ces réunions. Je n'en avais pas besoin. Les représentants légaux des actifs ont géré le processus avec le professionnalisme avec lequel ils avaient toujours tout géré. Et les nouvelles conditions qui ont été établies étaient significativement moins favorables pour l'entreprise de Gélier que les conditions précédentes. Ce n'était pas un coup conçu pour le détruire. C'était simplement la fin d'un traitement préférentiel qui avait existé grâce à une relation qui n'existait plus. Le marché fonctionnant comme le marché fonctionne quand la main qui le soutenait par derrière est retirée. Pablo m'a dit des mois plus tard que l'entreprise de Gélier avait dû réduire ses activités, qu'ils avaient perdu plusieurs employés, que Gélier avait essayé par des intermédiaires d'établir un contact avec moi pour parler des contrats. Que ces tentatives n'avaient abouti à rien car j'avais donné des instructions précises pour que toute communication relative à ce sujet soit traitée exclusivement par les représentants légaux et selon les conditions du marché, sans arrangements spéciaux, sans exception. Sans conversation personnelle. Je n'ai pas ressenti de plaisir à cette information. C'est aussi important de le dire. Il n'y avait pas de satisfaction malveillante à savoir que Gélier faisait face à des conséquences. Ce qu'il y avait, c'était quelque chose de plus proche de l'équanimité.
Le sentiment que le monde, quand on cesse d'interférer artificiellement avec lui, a une façon de trouver son propre équilibre. Que les structures construites sur le mépris des autres et sur l'arrogance de ceux qui croient leur position permanente finissent par trouver leurs propres fissures sans que personne n'ait besoin de les créer de l'extérieur. J'ai aussi appris, par des canaux que je préfère ne pas détailler, que la dynamique au sein de la famille d'Alexa avait changé. Que Gélier et Hortensia avaient eu des conversations difficiles sur l'avenir de l'entreprise. Que Louise, qui avait confortablement dépendu de sa position dans cette entreprise sans avoir rien construit de lui-même, se retrouvait soudainement sur un terrain beaucoup plus instable qu'il n'avait l'habitude d'habiter. Que Alexa, selon ce qui m'est parvenu indirectement, avait eu ses propres moments de confrontation avec son père au sujet des décisions passées, au sujet des décisions me concernant. Je n'ai pas connu les détails, et je ne les ai pas cherchés. Ils ne m'appartenaient pas. Ce qui m'appartenait, c'était ce que j'ai commencé à construire à partir de ce moment-là. Avec la clarté qui vient de la fin de quelque chose qui était terminé depuis longtemps, avec l'énergie qui se libère quand on cesse de la dépenser pour soutenir quelque chose qui n'a plus de solution. Je me suis consacré à ce que j'avais toujours su faire. Travailler, construire, grandir. Mon entreprise de construction, qui avait continué à progresser pendant toutes ces années où je portais le poids du mariage, des beaux-parents et de tout ce que cela impliquait, a pris un nouvel élan quand j'ai pu lui accorder toute l'attention qu'elle méritait. Nous avons signé 2 contrats majeurs dans les mois suivants. Nous avons embauché plus de personnel. Nous avons ouvert un 2e bureau. Et les actifs dont j'ai hérité de mon père, je les ai gérés avec la même philosophie avec laquelle il les avait construits, sans bruit, sans ostentation, avec patience et avec jugement, et avec la conviction que l'argent gagné avec dignité n'a pas besoin de validation externe pour être réel. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai renoué avec des amis que le mariage et ses dynamiques avaient progressivement éloignés. J'ai commencé à occuper des espaces que je n'avais pas occupés auparavant, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que lorsque vous vous libérez du poids du regard des autres, de ce besoin d'être vu d'une certaine manière par des gens qui n'ont jamais eu l'intention de vous voir bien, vous découvrez que le monde a beaucoup plus d'espace qu'il n'en paraissait quand vous viviez rétréci. Mon père avait raison, comme il l'avait presque toujours. Le contraste était si grand qu'aucun mot ne suffisait à le décrire, et je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. J'étais juste là, calmement, et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même. S'il y a quelque chose que cette histoire m'a laissé, quelque chose que je peux offrir à quiconque écoute, parce que chaque histoire qui vaut la peine d'être racontée a quelque chose à livrer au-delà de ses propres faits, c'est ceci. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres décident de voir en elle. Elle n'est pas dans les applaudissements, ni dans la reconnaissance, ni dans la validation de ceux qui nous entourent. Elle est dans ce que vous construisez quand personne ne regarde. Dans ce à quoi vous vous accrochez quand tout indique qu'il serait plus facile de lâcher prise. Dans la façon dont vous choisissez de vous comporter au moment de la plus grande pression, quand l'humiliation est publique et que la tentation de réagir sous le coup de la douleur est énorme. Et pourtant, vous trouvez à l'intérieur de vous cet endroit calme où vit la vraie dignité. Cette dignité ne fait pas de bruit. Elle n'applaudit pas, ne célèbre pas et n'a pas besoin de témoins, mais elle existe. Et quand le moment vient enfin pour le monde de la voir, le contraste avec tout ce qui a tenté de l'éteindre est si clair et si définitif qu'il n'y a plus rien à dire. Mon père m'a appris cela. Il me l'a appris avec sa vie avant de me l'apprendre avec ses mots. Et je l'ai appris de la seule façon dont on apprend les choses qui comptent vraiment. En le vivant, en le portant, en attendant le moment avec patience. Et finalement, quand ce moment est venu, en le laissant être exactement ce qu'il devait être, rien de plus, rien de moins. Si cette histoire a résonné en vous, s'il y a quelque chose dans ce que nous avons vécu qui vous rappelle quelque chose que vous avez aussi porté en silence, je veux avoir de vos nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait dans ce restaurant. Auriez-vous enduré si longtemps, ou auriez-vous agi plus tôt? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des histoires, et chaque histoire a le poids exact de celui qui l'a vécu. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.